Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum qui va s'intéresser aux défis de la libre circulation des personnes, des biens et des services dans l'espace CEDEAO à l'occasion de l'inauguration tous azimuts des postes de contrôle juste apposés dans cet espace. Deux invités pour nous en parler, je vous les présente. Safiou Radji est avec nous. Monsieur Radji, bonjour. Bonjour, cher Gilles. Vous êtes expert comptable économiste. Pour vous servir. Merci. Et en votre compagnie, docteur Kofi Paul Paé. Docteur, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes maître assistant d'histoire contemporaine, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Vous avez fait 10 ans de diplomatie aussi. Donc c'est une matière que vous maîtrisez bien. Merci une fois encore d'être avec nous. Merci. Je commence avec vous. L'expérience des postes de contrôle juste apposés entre, on va dire, dans sa phase concrète avec l'inauguration la semaine dernière. Cette semaine, disons, des postes de contrôle juste apposés, il y en a au total 17. Certains d'entre ces postes ont été mis en service. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle, un épiphénomène? Il faut s'en réjouir ou passer à côté? Eh bien, je crois qu'il faut retenir que c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où, depuis toujours, depuis l'avènement de l'Union africaine ex-OUA, le principe d'intégration africaine veut que la libre circulation des personnes et des biens soit une effectivité en Afrique en général. Et là, l'Union africaine s'appuie sur les communautés économiques régionales, les CER, donc notamment la CEDEAO par exemple en Afrique de l'Ouest, pour booster cette intégration à travers la libre circulation des personnes et des biens. Et il faut retenir que dans l'espace CEDEAO, la libre circulation des personnes et des biens a été toujours une préoccupation dès la fondation de cette organisation sous-régionale. Cela a fait que dès ces premières années, déjà en 1979, il a été adopté à Dakar un protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et d'établissements dans les pays de l'espace CEDEAO. Donc aujourd'hui, pour rendre plus fluide ces biens, pour permettre à ce que les biens en circulation dans la sous-région puissent être menés à bon escient, il a fallu aller à la création de ces postes de contrôle juste apposés. Mais je tiens à rappeler que la construction des postes juste apposés n'est pas une invention de la CEDEAO, parce que l'organisation sœur en Afrique de l'Ouest de la CEDEAO, notamment l'UEMOA, avait déjà commencé à expérimenter ces postes de contrôle juste apposés. Et le premier poste, je crois, dans l'espace UEMOA a été inauguré entre le Togo et le Burkina Faso, les postes de CKC. Et là, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements et la CEDEAO s'est inspirée de ces dysfonctionnements en construisant le poste de Nouépé, qui est un poste beaucoup plus moderne. Et donc, ces postes-là, loin d'être un épiphénomène, c'est plutôt une avancée notable dans la libre circulation des personnes et des biens, surtout des biens en Afrique de l'Ouest. Safiou Radji. Oui, écoutez, je pense que mon collègue a déjà un peu tout dit. Je vais juste insister sur un aspect purement pratique. Le passage aux frontières, ça a toujours été un grand souci pour nos différents peuples. Et je me souviens quand le chef de l'État, Faure Gnassingbé Gnassingbé, avait pris la CEDEAO, il avait symboliquement été à la frontière pour montrer à quel point il était important pour eux que la libre circulation devienne un fait réel, que ça soit vécu dans les peuples. Et quand on parle aussi de la CEDEAO des peuples, ou même de l'Union africaine des peuples, la principale traduction de cet objectif politique, c'est la capacité des différentes populations à circuler librement à travers les frontières. Donc, ce projet de juxtaposition des contrôles administratifs et douanières, c'est une façon aussi de banaliser la libre circulation. Parce que l'élément de circulation des peuples, quand vous regardez dans les autres organisations régionales comme l'Union européenne, c'est un fait qui vraiment accélère le développement. Il ne faut pas le voir simplement comme étant un phénomène économique marginal. Ça a vraiment un effet accélérateur sur l'économie. Et ce qui va se passer au niveau de la frontière à Nouépé, il faut le voir aussi comme un écosystème qui va être créé tout autour de la frontière. Donc les gens qui habitent dans la zone vont avoir un écosystème différent. Ils pourront aller acheter de l'autre côté. Donc tout ça
procède aussi d'une certaine accélération des échanges économiques. Sur lesquels c'est un pôle de développement qui se développe. Je pense que même si on n'en parle pas en tant que tel, il faut raisonner aussi en termes d'écosystème et de pôle de développement pour le pays, pour les deux pays. Je sais que les Ghanéens ont des projets importants d'hôtels, de centres commerciaux de leur côté. Il faut que nous aussi, de notre côté, on ait un vrai projet de développement pour la zone de Nouépé. Et ce serait quelque chose aussi qui contribuerait aussi à utiliser ces postes de contrôle juxtaposés comme un levier de développement. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même mettre un bémol à cet enthousiasme quand on sait que malgré ces postes de contrôle juxtaposés, il existe encore des dizaines et des dizaines de passages informels de part et d'autre des frontières. Mais je pense qu'il... Vas-y, mon. Oui, bon, et cet aspect, on ne peut jamais l'occulter dans Bien la sûr. mesure où M. Radi disait déjà qu'il faut une CEDEAO des peuples. Moi, j'ai l'habitude de dire dans ce genre de débat que les populations africaines ignorent les frontières. En réalité, les frontières que nous avons ne sont que des frontières qui existent dans l'imaginaire des politiques. Sinon, en réalité, les peuples qui sont établis de part et d'autre de la frontière ont une façon, un passage ou bien ont une façon de s'intégrer. Et parfois, ce sont des mêmes familles. Oui, ce sont des mêmes familles. De part et d'autre. Et si vous prenez même la frontière Togo-Ghana, que nous citons souvent en exemple, et vous allez voir, de part et d'autre, ou bien par endroit, il y a des villages qui sont sur les deux pays, et le cimetière est dans le Ghana, et l'église est de le l'autre village côté. même est au Togo, et même les Ghanéens... Parfois, même le chef traditionnel d'un pays se trouve... Voilà, de une l'autre église côté. où on a l'estrade, le podium sur lequel reste le prêtre pour dire la messe est dans le Ghana et les fidèles sont au Togo. Donc pour dire que ces petits postes, ces frontières ou bien ces passages naturels qui existent pour les populations, ces passages-là ne pourront jamais disparaître. Mais Et ce justement, que les États sont en train de faire, c'est d'accompagner les populations vers cette intégration parce que ces passages informels qui existent de part et d'autre de la frontière sont le lieu de trafic de tout Exactement. genre. Donc, il appartient maintenant aux États d'avoir le contrôle sur ces postes-là. Et le fait de créer des postes de contrôle juxtaposés, le fait de créer des frontières officielles, et avec tout ce qui tourne autour, et avec beaucoup de contrôle souple en faveur des populations, je crois que progressivement, ces postes informels qui génèrent l'insécurité transfrontalière peuvent disparaître. Mais est-ce que c'est réellement ces postes de contrôle juxtaposés vont réduire les tracasseries qui sont dénoncées ça et là, vous en avez parlé tantôt, au niveau des frontières? Je pense que oui. Je pense sincèrement que oui. Parce que même les raisons qui ont été invoquées pour retarder la mise en route, l'opérationnalisation de ce poste juxtaposé étaient liées au fait qu'on voulait s'assurer de l'effectivité, de la simplification du passage de la frontière. Donc j'insiste vraiment là-dessus. C'était un objectif pas facile, mais c'est parce qu'on a réussi à trouver des modalités de mise en œuvre maintenant certaines qu'on a opérationnalisé le contrôle juxtaposé. Mais je voudrais aller plus loin dans ce qui se passe derrière ces postes juxtaposés. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, le côté du Ghana est très avancé en matière industrielle. Ils ont réussi, par leur industrie aujourd'hui, à produire beaucoup de biens de consommation. Il se trouve que de notre côté, on continue à importer ces produits. Donc, une des idées que moi je vois de très simple, c'est que quoi que l'on dise, il va y avoir une espèce de couloir de commercialisation qui va partir de ce pot des pots juxtaposés pour aller vers le pays au Togo. Toutes les personnes qui allaient importer avant un certain nombre de produits trouveront mieux d'aller l'acheter au niveau des commerces qui vont se développer autour de ce poste de contrôle juxtaposé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on parle du développement par rapport à ce genre de projet, on ne le voit pas. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde va vérifier dans les mois et dans les années qui viennent. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, que déjà l'eau et tout ce qui est jus de fruits, les gens achètent déjà au Ghana. Mais ils n'avaient pas de structure organisée pour pouvoir faire ce commerce qui va avoir beaucoup de potentiel. Désormais, comme les centres commerciaux vont s'ouvrir à la frontière, comme un certain nombre de projets vont se mettre en place à la frontière, mais les Togolais pourront en bénéficier. Et réciproquement, il y a des produits, notamment les produits agricoles dans lesquels les Togolais sont beaucoup plus performants. On pourra là aussi avoir un échange commercial qui va se développer. Donc, il ne faut pas voir le poste de contrôle juxtaposé simplement pour la libre circulation des individus, mais il faut voir aussi tout le volet commercial et des échanges commerciaux qui vont se développer dans le pays. Mais dans ce contexte-là, est-ce que forcément c'est une bonne nouvelle pour le Togo dans la mesure où les populations togolaises risquent d'être simplement des consommatrices? Non, non, justement.
puisque les Ghanéens ont réussi à faire la preuve qu'on peut renoncer à l'importation pour faire de la production nationale au Ghana, il n'y a rien qui empêche les Togolais aussi de faire la même chose. C'est plutôt cet aspect-là qu'il faut regarder. Dans un premier temps, les gens iront consommer ce que propose le Ghana parce que c'est facile d'accès. Ouais. Mais à terme, je peux vous dire que c'est déjà arrivé au Nigeria, dans d'autres pays, les Togolais vont prendre leurs responsabilités. On sait faire le meilleur déjà au Togo. Il y a des industries qui se développent au Togo. Ce qui n'est pas développé au Togo, c'est tout ce qui est la filière agroalimentaire. Et il y a les projets Agropole qui sont une façon de booster cette filière agroalimentaire au Togo. Mais moi, je vous dis que la concurrence, souvent, entraîne une certaine forme d'émulation, de stimulation qui va faire en sorte que les Togolais vont produire eux aussi leurs propres produits, comme il y en a déjà sur le marché, mais qui seront peut-être plus performants. Je crois que... Oui, je suis d'accord avec mon ami Radi, mais je crois qu'il faut aussi insérer le projet ou bien les postes de contrôle juxtaposés dans leur contexte technique. En réalité, l'objectif premier, c'est la simplification des formalités douanières, des procédures. Voilà, donc cela avait déjà commencé par certaines conditionnalités. Et la première de ces conditionnalités, c'est la suppression des barrières non tarifaires. C'est-à-dire qu'il y ait moins de barrières du début, du port autonome. Par exemple, si nous prenons le cas du Togo, du port autonome de Lomé jusqu'à la frontière, qu'il y ait moins de barrières douanières. C'est-à-dire que quand on charge une marchandise ou bien un camion, quand on charge un camion au port, que à la charge, tous les contrôles puissent être faits et que dans les postes de contrôle juxtaposés, au lieu de faire un contrôle du côté togolais et ensuite refaire les mêmes activités du côté ghanéen, il fallait plutôt simplifier ces tâches-là en les unifiant. Donc vous aurez guichet unique. Voilà, sous forme de guichet unique, vous aurez dans les postes de contrôle juxtaposés les services ghanéens et togolais assis côte à côte, face à face, et font c'est-à-dire deux activités qui se faisaient auparavant vont se faire en une seule activité. C'est-à-dire au moment où on contrôle le poids, on ne va plus contrôler ce poids-là du côté ghanéen parce que le poids est déjà contrôlé concomitamment par les Ghanéens et les Togolais. Donc, et ce contrôle se fera, dit-on, par des appareils ultramodernes, des appareils ultramodernes, des scanners, même dès la charge. Qui vont permettre de gagner beaucoup de temps. Exactement. Parce que ça fait gagner beaucoup de temps et ça rend fluide le trafic de marchandises. Le trafic commercial, le trafic des marchandises. Au fait, c'est le volet technique. Les postes de contrôle juxtaposés sont beaucoup plus concernés par la liberté et la libre circulation des biens. C'est vrai que les biens, les personnes doivent les accompagner, mais dans les postes de contrôle juxtaposés, ce qui est plus important, ce sont les marchandises qui passent, les biens donc qui sont mis en exergue. Oui, les avantages techniques que vous évoquez, il me semble que là, vraiment, il y a eu une avancée parce qu'il y a même une séparation du transport, les piétons d'un côté, les véhicules de l'autre. Il faut vraiment avoir la fluidité. Voilà, c'est pourquoi j'évoquais tout à l'heure le cas de 5AC. Moi, j'ai eu à visiter le poste de 5AC quand j'étais aux affaires étrangères pendant 2 ou 3 fois. Et on a conçu ce poste avec beaucoup de ratés. Par exemple, il n'y a pas un endroit fixe pour les passagers. L'endroit ou bien le passage des marchandises même est très restreint. C'est ça qui a fait que les rapports qui ont été faits sur les postes de 5AC ont été corrigés, exploités par la CEDEAO pour avoir un poste beaucoup plus moderne, plus technique. Mais vous semblez tous très enthousiastes, mais le facteur, il me semble, principal, des tracasseries qu'on rencontre au niveau des frontières, ce sont les hommes. Ce sont les mêmes à être redéployés au niveau des postes de contrôle. Mais comment fera-t-on pour faire disparaître ces trafics de tout genre liés à la corruption, à la fraude? Mais d'abord, il y a un principe qui fonctionne souvent dans des mécanismes de juxtaposition de ce genre, c'est que chaque pays contrôle l'autre. Il faut savoir que souvent, moi j'ai eu à animer un autre débat ici où il y avait une critique qui était portée à d'autres pays et élisant le Togo comme étant le pays où les choses se passent le mieux. Et j'avais rectifié cette approche en disant qu'en fait, dans des mécanismes comme ça d'intégration régionale, il faut faire attention aux critiques un peu faciles qu'on peut faire sur les autres pays. Moi je considère que la juxtaposition des contrôles, c'est aussi une façon d'avoir une cohérence dans les contrôles. C'est-à-dire que les Ghanéens, les vertus qu'ils avaient dans leur procédure de contrôle, ils vont l'ajouter aux vertus que les Togolais. Normalement, ça s'additionne. C'est ça ce qui est attendu. Mais au-delà de ça, il faut savoir que les procédures de contrôle qui sont prévues au niveau des 2 frontières, c'est fait pour être aux normes internationaux. Donc on n'est plus dans l'approche qu'on avait avant, où chacun dans son pays, au niveau des procédures qu'il y avait par rapport aux douanes ou à d'autres services nationaux, raisonnait. Mais là, on doit raisonner
immédiatement par rapport aux normes internationaux. C'est en ça aussi que c'est une plus-value. C'est-à-dire que les individus, je pense qu'à terme, il y aura même une charte qui va se faire pour la circulation des gens dans ce genre de poste, pour qu'ils puissent, quand il y a un problème par rapport aux entraves qu'on peut leur faire, qu'ils puissent avoir un guichet pour se plaindre et avoir une rectification des erreurs qu'il peut y avoir. Mais moi, ce que j'ai vu déjà dans ce qui se passe dans certaines frontières qui ne sont même pas des postes de contrôle juste à poser, c'est que dès lors que les deux pays se contrôlent mutuellement, les choses se passent mieux. Parce que souvent, ce sont les nationaux des deux pays qui traversent les frontières. Donc, si vous contrôlez bien les Béninois qui viennent au Togo, ben, vous contrôlez aussi mieux comme il faut les Togolais qui viennent au Bénin. Donc, la juxtaposition des contrôles et des procédures, c'est une façon d'additionner les vertus et ça ne peut qu'améliorer la libre circulation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un contrôle juste à poser comme ça ne suffit pas pour régler le problème. C'est aussi d'avoir une politique de communication qui draine la population vers la simplification et le bénéfice de la facilité de circulation qui est l'autre mécanisme qu'il faut qu'on développe maintenant. Sinon, les gens continueront à passer par Aflao et continueront à se plaindre, alors qu'ils ont une alternative qui est proposée maintenant, qui doivent aussi être encouragés à expérimenter. Mais il faut attendre. Moi, je donne toutes les vertus a priori de ce mécanisme, mais je suis aussi un observateur très averti et je suis allé regarder le poste de contrôle juste à poser avant son inauguration. Je compte y aller faire des passages pour regarder moi-même et en tant qu'économiste comment ça se passe, et croyez-moi, ils savent qu'ils sont surveillés parce que c'est un projet qui a fait l'objet d'un financement énorme. C'est 7 milliards que ça a coûté, c'est pas une petite somme. Ça concerne 17 hectares, donc c'est gigantesque comme projet. Il faut qu'on ait les résultats. Donc, les résultats pour les hommes, pour la CEDEAO du peuple, moi, je suis persuadé que ça sera un rendez-vous. Oui, vous avez évoqué... Oui, je crois aussi que le problème de la CEDEAO en termes de libre circulation des personnes et des biens, c'est un problème de volonté, hein, moi je dis, parce que ce ne sont pas les tests qui manquent. Il y a eu plusieurs tests, plusieurs décisions qui ont été rendues pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Mais dans la pratique, on remarque qu'il y a des pratiques anormales, c'est-à-dire des raquettes de part et d'autre des frontières. Et même les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest en sont conscients, parce qu'ils avaient commandité une étude, un film qu'on appelle Taxi, c'est-à-dire qu'on a mis une équipe en place avec des caméras cachées. Cette équipe-là a sillonné les différentes frontières d'Afrique de l'Ouest, les différents postes de contrôle, et avec les caméras cachées, on pu détecter des agents de contrôle, des agents de police, donc, qui, quand vous tendez le passeport, ils vous demandent de payer 2000 francs. La frontière à Flao n'est pas épargnée. Moi, j'ai suivi le film là, quand j'étais aux affaires étrangères. Donc, pour dire qu'en réalité, c'est un problème de sensibilisation. Il faut sensibiliser les agents, il faut sensibiliser les populations. Les sensibiliser pour qu'elles il faut que les agents aussi... Dans les règles aussi, parce que c'est le fait de ne pas avoir les papiers qui crée le problème. C'est pourquoi moi, je dis, quand j'étais là-bas, je soutenais l'idée de la carte brune, de la carte biométrique de la CEDEAO. Parce qu'il y a une carte biométrique que la CEDEAO a adoptée et que tous les États membres doivent s'y conformer. Mais malheureusement, tous les États ne se conforment pas à cette carte. Et de deux, il faudrait que la carte biométrique là soit accessible à toutes les populations. Si vous prenez notre carte d'identité nationale, pour réunir les papiers, tout ça, vous êtes dans les 10 000. C'est-à-dire la légalisation, la carte, tout ça, là, mais ce ne sont pas tous les citoyens qui sont capables de faire cela. Donc moi, je trouve qu'il faut multiplier les audiences foraines pour que les populations aient le document de voyage, le document qui permet de traverser la frontière. C'est parce que ces populations savent que, bon, et je peux traverser la frontière en donnant 500 francs, que le phénomène perdure. Donc, si du côté des populations, on arrive à établir de manière très à coût très bas la carte d'identité à tout le monde, je crois que le citoyen d'Afrique de l'Ouest pourra circuler sans ces entraves-là. Oui, Radji Sofiou, vous évoquiez tantôt le coût global de ce projet, à environ 7 milliards de francs CFA. Mais le HIC, le financement vient de l'Union européenne. Est-ce que vous n'êtes pas gêné quelque part? Moi, je le suis. Par ce type de financement, pour un projet aussi important pour une population, est-ce que la CEDEAO est incapable de mobiliser cette somme au point que le financement soit obtenu de l'extérieur? Je pense qu'il faut avoir une analyse de ce genre de situation qui soit objective. Quand vous avez la contrainte du temps, vous devez financer les projets dans des délais raisonnables pour que ça puisse avoir du sens. Quand vous avez aussi
les restrictions financières qu'il y a au niveau des différents pays, au niveau budgétaire. Parce que beaucoup de pays ont recours à des aides budgétaires pour boucler leur budget. Si vous avez une organisation régionale comme la CEDEAO qui est capable de mobiliser des ressources, que ça vienne de l'Union européenne ou d'autres institutions, je vous le dis comme je le pense, je ne vais pas m'en plaindre. Ça, c'est mon sentiment d'économiste. Maintenant, je vais aller plus loin. Si vous prenez même l'Arabie Saoudite, toute puissante qu'elle est, ils veulent diversifier leur économie, ils font appel à la coopération internationale, au financement international. Donc, il faut à un moment donné aussi qu'on soit décomplexé d'un certain nombre de relents plus ou moins colonialistes qu'on peut avoir par rapport à certaines choses. C'est normal aujourd'hui, quand on a des projets internationaux, d'avoir recours à des financements internationaux. Que la CEDEAO puisse, parce qu'il n'a pas de financement propre en tant que tel qui soit mis à sa disposition pour réussir ou accélérer certains projets, à y lever des fonds auprès de l'Union européenne, j'estime qu'à la limite, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Oui, mais là, je vais être encore plus précis. Je vais être encore plus précis. Je vais être encore plus précis parce que je sais que souvent en Afrique, on a tendance à être un peu timide sur ces sujets. Une partie du financement qui vient de l'Union européenne obéit à des règles qui participent des accords ACP Union européenne. Donc, il faut qu'on sache de quoi on parle. Ce sont des accords bilatéraux, multilatéraux, dont le fondement est d'accélérer le développement du continent, d'encourager la promotion du commerce, etc. À partir du moment où on reste dans ce cadre-là, des financements qui vont à des opérations qui correspondent à ce cadre de soutien au développement, au commerce, etc., j'estime qu'il n'y a pas de question ou de choc à avoir par rapport au fait que le financement soit européen. Moi, je me réjouirais que le financement soit d'origine africaine, comme pour l'Union africaine aussi, on a des financements qui ne sont pas africains. Mais ce sont des questions d'étape. Aujourd'hui, nos pays n'ont pas la capacité à financer tous les projets comme ils voudraient. Il faut bien qu'on trouve des solutions pour réaliser certains projets qui sont d'un impératif dans le temps. Et ce n'est pas seulement un impératif de confort. On doit avoir ces postes de contrôle juste à poser pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Le peuple ne peut plus attendre. Les peuples ont besoin de ces facilités, de cette fluidité. Si on a recours à certains financements européens pour le faire, moi j'estime que ça n'a pas de quoi choquer l'âme africaine. Oui, avant de... Moi je crois... Je suis d'avis contraire que notre intégration soit financée par l'extérieur. C'est vrai que dans tout pays au monde, même les États-Unis font recours à des prêts pour réaliser des projets, mais je crois que dans le contexte de l'intégration africaine, et plus précisément ici l'intégration en Afrique de l'Ouest, 7 milliards pour 15 États, je crois que, je ne suis pas économiste, mais 7 milliards, je crois qu'en réalité, l'espace sous-régional est capable de lever ces fonds-là. Parce que moi, ma préoccupation, je suis tout à fait... Moi, j'épouse la théorie libérale des relations internationales qui prône la coopération, la paix, etc. Mais ce sont les conditionnalités qui accompagnent parfois ces financements qui me gênent, moi. C'est vrai que l'Union européenne a accompagné, elle a financé. Peut-être que c'est... Moi, je n'ai pas encore vérifié. Peut-être que c'est l'Union européenne qui a fourni les machines, les équipements, etc. Mais, qui viendra faire la maintenance. Voilà, il viendra faire la maintenance, tout ça là. Vous ne voyez pas que quelque part, quand on finance et que quand l'Union européenne finance et que l'Union européenne par ailleurs peut-être va faire la maintenance, ça ne nous arrange pas. Qui sait comment cette maintenance est faite? Alors, tous ces équipements qui sont fournis, le financement qui est accompagné, personne ne connaît ce qui est derrière. Et cela permet à nos partenaires là aussi parfois de nous contrôler. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on ne peut plus se cacher, mais parfois, la réussite de certains projets de développement doit avoir des secrets que le partenaire ne devrait pas disposer. Justement, les sous-entendus, comme a l'habitude de dire un ami qui n'existe plus malheureusement, quand un blanc vous sourit, demandez-vous quelle bêtise vous avez faite encore là. Non, mais en fait, je vais vous donner aussi la raison pour laquelle j'essaye d'avoir une approche un peu pragmatique sur ces questions du financement. Ouais. D'abord, c'est le montant. C'est le montant. On parle de 7 milliards. 7 milliards de francs CFA. Mais c'est pour ça que mobiliser 7 milliards à travers un partenariat PP. Je suis en train de vous dire qu'en tant qu'économiste, quand vous avez des chiffres comme ça, il ne faut pas trop s'affoler en disant d'où vient l'argent, etc. Il faut regarder objectivement à quoi ça correspond. Je vous répète, il y a beaucoup d'autres projets au niveau de la CEDEAO qui font l'objet de financement, qui font l'objet de syndication de la part des États qui apportent les ressources qu'ils peuvent apporter pour l'intégration. Donc, il ne faut pas s'offusquer de ce que, pour ce projet-là,
spécifiquement où on avait besoin d'aller vite. Je vous rappelle que le projet a été terminé au départ en 2014, qu'il a fallu attendre toutes ces années avant que ça ne soit inauguré et rendu opérationnel. Donc c'est une question de pragmatisme. Et je le dis pas pour sacrifier mon esprit patriotique. Au contraire, il n'y a pas plus africain que moi, que ce soit. Mais je dis simplement que, en tant qu'économiste, je regarde ce qui se fait ailleurs. Les Vénézuéliens, quand ils ont des problèmes de certains types, où ça ne pose pas des problèmes de souveraineté, où ça ne pose pas de problèmes de secret spécifique par rapport au projet de développement, ils sont réalistes. Mais vous ils pensez regardent que le financement on parle de etc. secret spécifique, on parle de frontières, c'est là même je sais bien, de la je sais bien. souveraineté, monsieur Radji. Je sais bien. Le problème est que on pouvait recourir à des financements privés. Si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, mais il y a de grandes manières en Afrique de l'Ouest. Oui, mais Dangote vient de financer une cimenterie au Niger. Voilà, il y a des manières. 260 peut-être que millions de dollars. La CDA aurait pu aller dans le cadre de financement privé. C'est-à-dire, c'est toutes ces manières-là qui sont en Afrique de l'Ouest, qui font des affaires en Afrique de l'Ouest, qui prospèrent en Afrique de l'Ouest. Je crois que si il y a eu une méthodologie pour mobiliser les fonds internes à la sous-région à travers ces partenariats privés-là, je crois que 7 milliards, c'est pas quand même un montant qui dépasse les 15. Je vous répète encore que si on avait trouvé une solution africaine, privée ou de notre nature, je n'ai pas de difficulté. Mais c'est un fait que la CEDEAO, pour des raisons qu'on ignore, nous trois qui sommes ici, a opté sur cette formule de financement qui permet de réaliser ce projet. Et je dis qu'objectivement, tant que ça ne porte pas atteinte à un certain nombre de règles, de contrôle et de procédures qui nous permettent de garder notre question de souveraineté, je considère qu'il ne faut pas trop non plus spéculer sur les conséquences que ça peut avoir. Objectivement, l'Union européenne finance beaucoup de choses chez nous qui sont beaucoup plus sensibles que ça, si je puis me permettre. Au-delà, moi, ce qui m'embête, c'est que les élections, par exemple. Quand ces financements arrivent et qu'on met les projets en place, la maintenance, parfois, si le financement n'accompagne pas la maintenance, c'est des projets qui tombent en décadence plus tard. Qui deviennent des éléphants. Voilà, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, je disais que si on avait plutôt privilégié un financement interne à la sous-région, peut-être la maintenance aurait eu beaucoup plus de... Non, mais rien ne dit a priori que parce qu'on a fait un financement européen ou extérieur, on ne prend pas toutes les précautions dont vous parlez. Franchement, il faut qu'on soit sérieux. Au contraire, au niveau de l'Union européenne, je peux vous dire qu'ils ont des critères de redevabilité, de durabilité aujourd'hui qui sont peut-être les plus coercitive au monde. Donc, je ne peux pas laisser sous-entendre que parce que c'est un financement européen, peut-être qu'on n'a pas pris telle ou telle précaution. Non, je considère que c'est vrai qu'on aurait préféré un financement africain. On aurait préféré un financement ouest-africain. On aurait même préféré une ressource financière privée. Il se trouve que la CEDEAO, dans les mécanismes qu'il a eu pour porter ce projet, a opté pour ce mécanisme de financement. On a raison d'insister pour qu'il y ait un certain nombre de garde-fous qui soient pris, parce que ça touche des questions de souveraineté. On a raison, comme il a dit mon collègue, d'insister sur l'aspect maintenance qui ne soit pas dévoyé, parce que ça accompagnerait comme conditionnalité le financement qui aurait été accordé par l'Union européenne. Mais au-delà de ça, ne faisons pas de procès d'insertion pour l'Union européenne quand même, parce que je ne peux pas non plus... Donc finalement, l'argent n'a pas de couleur, avançons. Mais vous parliez de contraintes de temps, hein, mais je ne suis pas forcément d'accord avec vous, parce que ce projet, ça a mis beaucoup de temps, monsieur Radji. Est-ce que c'est sérieux, si la volonté politique était là, que ce projet prenne autant de temps? Mais en fait, il y a un élément que moi-même j'ai découvert quand j'ai travaillé pendant longtemps en Afrique, mais pour le secteur privé. Pendant plusieurs années, je gagnais ma vie en conseillant des grands dirigeants dans le secteur privé. C'est quand j'ai commencé à travailler pour le secteur public que j'ai relativisé beaucoup de choses que je voyais avant comme étant très simples. Vous savez, pour les dirigeants en Afrique, c'est vraiment une quadrature du cercle, les budgets qu'ils doivent gérer chaque année. Donc je vous assure que dès qu'une ressource peut apparaître comme étant une ressource qui permet de suppléer certains besoins, et d'ailleurs c'est un réflexe normal, ils essayent de regarder s'ils ne peuvent pas en profiter. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des agendas, on ne sait pas par quel mécanisme les choses étaient régulées entre la CEDEAO et les États. Donc que la volonté politique ait manqué, peut-être que c'est au niveau de la CEDEAO. Parce qu'au niveau des États, moi je peux témoigner du fait que les terrains ont été mis à disposition. Les constructions qui devaient être faites sur les terrains, tout ça, ça a été fait, je pense, convenablement comme il faut. C'est après, au niveau de la partie opérationnalisation, que certaines contraintes nouvelles sont apparues, mais aussi, comme il a dit, un certain nombre d'études ont été faites pour assurer une bonne efficacité du fonctionnement de ce projet. Ça a permis aussi, des fois, il vaut mieux prendre le temps pour bien faire. Peut-être qu'il y avait des lois harmonisées aussi, parce qu'il y a des pays anglophones, des pays francophones qui ont les mêmes pratiques. C'est un projet vraiment atypique. Ce qui a traîné les postes de NOEP,
c'est le problème d'équipement. Exactement. Puisque l'équipement qu'il fallait mettre là-bas n'est pas un équipement assez, c'est-à-dire facile à trouver, ou bien pas facile à trouver, mais un équipement, il faut un équipement adéquat. Donc, pendant toutes ces années, il était question de trouver ces équipements, et la partie ghanéenne, la partie togolaise et la CEDEAO également étaient en négociation, en discussion pour voir comment mettre en place l'équipement qui pouvait réellement contenir répondre aux besoins, quoi. Ces flux de marchandises qui vont transiter par ces postes de contrôle. En réalité, ce qui a traîné le problème, c'est l'opérationnalité. Exactement. C'est-à-dire l'équipement nécessaire et les services qui doivent être faits. Comment c'est ça? Il faut définir tous ces services. Les procédures, tout ça simplifier et tout ça. Nous avons un pays anglophone dont les procédures peuvent être un peu différentes des procédures togolaises. Donc il fallait harmoniser tout ça là. Ça a pris du temps avant que les postes ne démarrent réellement. Bon, on en avait parlé un tout petit peu, mais M. Radi, certains observateurs s'interrogent toutefois sur l'utilité de ces postes de contrôle juste à poser, de cet investissement un peu lourd, dans un espace où prévaut depuis longtemps la libre circulation des personnes et des biens, où les voyageurs privilégient même souvent les itinéraires informels. Oui, mais c'est ce que disait tout à l'heure mon collègue, c'est que on ne peut pas comme ça se mettre dans une optique de développement qui suppose de moderniser un certain nombre de pratiques et en même temps revendiquer cet effet d'attachement à l'informel. C'est aussi une question de sérieux dans l'approche du développement. Mais la question centrale, comme il le disait, qu'allons-nous faire de ces frontières informelles. Mais est-ce qu'on va prendre des mesures énergiques pour les supprimer? Non, l'idée c'est que progressivement, comme je vous le disais, s'il y a une vraie campagne de sensibilisation pour drainer les publics avec les moyens qu'il faut vers les frontières qui sont, je dirais, sécurisées et autorisées, on doit pouvoir aussi parallèlement mettre en place des procédures qui permettent de petit à petit fermer ces frontières naturelles. Il y a des frontières naturelles qui vont rester parce que vous ne pouvez pas empêcher que des familles qui sont des deux côtés de la frontière traversent la frontière sans procédure, etc. Mais ce dont on parle, c'est les frontières un peu qu'on qualifierait d'officieux ou passer un certain nombre de trafics. On est actuellement dans la zone où il y a beaucoup de problèmes d'insécurité gravissimes qui se posent, parce que les problèmes de terrorisme, ce n'est pas des petits problèmes. Donc, on ne peut pas, comme ça, dire qu'on assure à nos populations un certain niveau de sécurité et qu'en même temps, on laisse des frontières poreuses. C'est quelque chose d'antinomique. Donc, ce travail qui est fait pour avoir des frontières mieux balisées, mais en même temps, avec la simplification de l'accès et du parcours pour les populations, c'est une réponse au fait que les États veulent supprimer petit à petit les frontières informelles. Et l'investissement dont vous parlez tout à l'heure de 7 milliards qui serait important, qu'on pourrait faire autre chose avec, on pourrait toujours faire autre chose avec en Afrique. Mais à un moment donné, il faut définir les priorités. Ça, c'est une priorité de la CEDEAO. On ne peut pas, nous, de notre hauteur au Togo, dire finalement on pouvait faire autre chose avec. Oui, qu'on peut faire autre chose avec. Mais il n'empêche que c'est un besoin qui est démontré, qui répond à des préoccupations au niveau des populations et au niveau des trafics de marchandises qu'il y a entre nos deux pays. Il faut plutôt se réjouir du fait que cette simplification-là vient aussi fluidifier l'économie des deux pays. Oui, je tiens à rappeler, il faut qu'on ait ça l'idée en tête, qu'en réalité, les postes de contrôle juste à poser, c'est beaucoup plus. Je n'exclus pas les personnes, c'est beaucoup plus les marchandises, donc les biens. C'est vrai que les personnes vont traverser ces postes-là, mais les postes, en majorité, la grande partie des activités des postes de contrôle juste à poser sont les flux de marchandises qui transitent par la frontière. Donc, quand nous évoquons les frontières informelles qui existent de part et d'autre des frontières de nos États, moi, je me dis qu'en réalité, l'État, c'est-à-dire c'est une façon pour les populations de s'intégrer. Donc, l'État ou bien les gouvernants en Afrique de l'Ouest doivent accompagner cette intégration. Alors, il faut démystifier les frontières officielles. Parce que pour nos parents au village, un peu partout, là où se trouvent les forces de sécurité en masse en train de travailler, forces de sécurité égale danger. Donc c'est pourquoi moi je disais tout à l'heure qu'il faut arriver à enlever, à sensibiliser, à démystifier ces frontières. Si on les démystifie, comment on arrive à faire le contrôle? Parce que ce sont ces frontières qui servent de contrebande. C'est-à-dire qu'ils aient moins de crainte de la traversée. À prouver aux populations qu'il vaut mieux passer dans les postes officiels très à l'aise que d'aller passer sécuriser que des postes informels. Et là, il faut accompagner les populations, il faut les aider. En leur donnant les moyens. C'est pas rester dans les postes officiels, exiger la carte d'identité qui coûte cher. Donc il faut revoir, c'est-à-dire la carte d'identité même en Afrique de l'Ouest qui coûte cher. Donc lorsque toutes ces choses-là seront réglées, mais les frontières
L'affaire de carte d'identité, peut-être c'est une parenthèse qu'on va ouvrir. Moi, je ne comprends pas souvent ce paradoxe. Comment on peut, au cours des élections, offrir des cartes d'électeurs, hein? Offrir, c'est-à-dire donner gratuitement. Et puis, quand il s'agit de cartes d'identité, il faut payer des sommes qui coûtent des sommes faramineuses, hein, pour les populations. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-bas? Mais en fait, c'est pas aussi paradoxe que ça, puisque dans l'avenir, tout ce problème-là sera réglé par le fait que tous les États vont avoir des systèmes d'état civil avec des identifications uniques. Et je pense qu'à terme, on accédera aux cartes d'identité à des conditions très faibles. Mais votre terme là, il me paraît très lointain là. Non, là je vais être précis. Là je vais me permettre d'être précis. Non, comme vous voulez aller sur ce terrain, je vais me permettre d'être précis. Mais là je trahis un secret professionnel, mais je le fais pour vous répondre et vous montrer que c'est pas juste de la théorie. Il se trouve que je travaille sur un projet en Guinée actuellement, qui est un projet de soutien vraiment pour accélérer l'identification unique dans la zone de la CEDEAO. Et ce projet est porté par la Banque mondiale, qui a déjà le financement pour le faire dans toute la zone. Donc, il ne s'agit pas simplement des hypothèses. Et dans le document que la Banque mondiale a préparé pour expliquer le bien fondé de ce projet, qu'est-ce qu'il a dit principalement? D'abord, le fait que nos systèmes d'identification et de cartes d'identité ou d'autres supports qu'on fabrique aujourd'hui, pour certaines personnes, ils sont invisibles. On ne les voit nulle part, puisqu'ils n'ont même pas d'état civil. Beaucoup, et beaucoup plus qu'on le croit. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que pour les élections, on est obligé de faire des cartes gratuites pour rattraper tout ce monde-là qu'on n'a pas dans l'état civil. Et deuxième, quelle autre leçon j'ai tiré de ce qu'ils nous ont dit? Ils disent qu'en fait, une des façons aussi de faire en sorte que nos populations, parfois isolées dans les milieux ruraux, participent aussi de l'économie numérique qui est l'avenir du monde, c'est aussi cette digitalisation de leur statut. De pouvoir leur donner un statut qui les identifie, y compris pour le numérique. Mais moi je dis, il n'y a aucun État qui va être contre ça. Oui. Il n'y a aucun État qui va être contre ça. Donc comme c'est un projet qui est en plus, comme c'est un projet en plus qui est porté par la Banque mondiale qui a les financements pour le faire, moi je vous assure que dans quelques années, comme cette base-là de l'identification sera financée par la Banque mondiale, tous les États vont faire l'état supérieur qui est en fait de faire l'état civil pour chaque pays. Et à ce moment-là, la question du coût, dont parlait à juste titre mon collègue, elle va se poser dans d'autres termes, puisque le financement d'un certain nombre de sous-bassements de l'état civil et de l'identification unique qu'on a dans tous les pays. Hein. Vous allez même dans les pays d'Afrique, d'Amérique latine, il y avait un Péruvien qui est venu faire une démonstration à la réunion à laquelle j'ai assisté en Guinée. Donc ils sont très avancés là-dedans, et nous, dans nos pays, on tâtonne un peu dans le fait d'avoir une vraie stratégie qui permet en fait de dire, on règle d'abord le problème d'identification unique pour tout le monde, et ensuite on agrège à ça l'état civil, la carte d'électeur, et tout ça peut se faire automatiquement. Unique peut répondre, donner des solutions aux problèmes sécuritaires, non? Tout. Parce qu'avec le terrorisme qui se développe, il se développe sur un terreau où on n'arrive pas à identifier les gens aussi. Oui, les terroristes, surtout en Afrique, se servent de ce manque-là, de cette défaillance-là en Afrique, parce que on ne maîtrise pas l'identification des populations. Les naissances sont là, on ne les enregistre pas, on ne connaît pas avec exactitude combien de Togolais sont nés aujourd'hui, on ne connaît pas avec exactitude combien de Togolais sont décédés. Tout ça là... Mais est-ce que c'est si compliqué à faire, docteur Paye? Bon, je ne suis pas un technicien en la matière, mais je crois qu'en réalité, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est possible. Parce que dans la mesure où aujourd'hui, nos téléphones que nous utilisons, il est facile de nous identifier et de savoir là où nous sommes et ce que nous faisons dans nos pays. Je crois qu'à partir de là, et le concours de plusieurs domaines, et la téléphonie, et les déclarations en banque, même le recensement électoral, on peut mettre à contribution tous ces créneaux-là pour avoir, même si ce n'est pas à 100%, au moins à 95%, on peut identifier toute la population. Et c'est là où tous les individus sont suivis. On sait qui fait quoi, qui habite où, qui fait ci, qui fait ci, qui fait ci. Et là, aujourd'hui, avec le développement des NTIC, je crois que c'est faisable. Je voulais donner un exemple qui illustre parfaitement ce que vient de dire mon collègue. En fait, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, je travaille avec une association qui s'appelle Aider Action Internationale qui s'occupe de la question de l'identification, mais sous une autre forme. D'abord, l'état civil, parce qu'ils sont spécialistes de l'éducation et leur préoccupation, c'était que les enfants qu'ils éduquaient, surtout dans des milieux ruraux où il y a vraiment une grande précarité de l'éducation, surtout de la jeune fille, ils étaient confrontés au fait que n'ayant pas de pièce d'identité, les enfants n'avaient pas d'identité scolaire. Et donc c'était un problème crucial qui les bloquait en fait dans leurs travaux. Et Aider Action a réussi à convaincre
le groupe Orange, pour ne pas le citer, de réfléchir à un mécanisme d'identification des enfants par la téléphonie mobile. Je vous dis ça pour vous dire que les solutions aujourd'hui existent. Et cette solution a été mise en place, ça a été expérimenté en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Il a suffi d'avoir une ligne de sécurisée pour la transmission dans la base de données vers le ministère de la Justice qui authentifie les actes. Et après, c'est transbordé au niveau de la base de données, c'est transféré au niveau de la base de données de l'état civil. Et les enfants, avec cette identification-là faite par téléphonie mobile, pouvaient faire éditer leur carte. Donc, on est à une époque aujourd'hui où c'est même assez curieux qu'on n'aille pas plus vite pour arriver vers cette identification intégrale. Non, mais vous rejoignez. Non, mais je le dis. Non, je le dis pour à la fois dire que les solutions sont possibles, mais je dis aussi en même temps qu'il faut être réaliste et pragmatique, parce que ce sont des choses très complexes. Dans la mise en œuvre, même l'état civil, simplement, fait un fichier d'état civil, c'est pas le recensement électoral, hein, c'est pas la même chose. Parce que c'est un outil après qui sert pour la planification au niveau des populations, le niveau de développement, les investissements à faire en éducation. Donc, il faut pas aller trop vite non plus. Je dis que dans nos pays, ce problème de la libre circulation pose le problème de la carte d'identité. Il faut en profiter pour regarder comment, sur la question de l'identification unique, on peut innover et avancer comme le font d'autres pays, quoi. On va conclure notre émission. Finalement, ce que je retiens, c'est que les postes de contrôle juxtaposés existent. Ils sont mis en service, mais eux seuls ne résolvent pas le problème. Il faut développer d'autres stratégies, d'autres politiques pour tirer meilleur profit de cet instrument d'intégration grandeur nature. Hein. Oui, il faut. Tout à l'heure, là où on terminait notre débat, surtout l'aspect sécuritaire, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique de l'Ouest souffre du fléau du terrorisme aujourd'hui. Et moi, je crois qu'au-delà des postes de contrôle juxtaposés, pour atteindre réellement un objectif assez profitable pour les pays de la sous-région, il faut que l'aspect sécuritaire ne soit pas oublié. C'est pourquoi je salue d'ailleurs même la mise en place du système d'information policière en Afrique de l'Ouest, le CIPARO, qui essaie d'avoir une certaine imbrication des informations. Des échanges de renseignements et tout ça. Voilà, dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que, avec les postes de contrôle juxtaposés, comme on a diminué les contrôles de marchandises et autres là, les trafiquants, ils s'adaptent toujours aux nouvelles situations. Ces trafiquants peuvent peuvent contourner tout ça là. Et au-delà de ces postes-là également, il faudrait que la libre circulation des personnes et des biens soit vraiment un sujet majeur en Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, nous crions intégration. Enseignant que moi je suis, nous n'enseignons même pas cette intégration dans nos écoles. Et moi, je donne un cours à ISICA sur culture et civilisation. ISICA, c'est une école qui forme des communicateurs et ceux qui travaillent dans le domaine de l'information. Sciences de l'information et de la communication. Voilà, c'est depuis 3 ans qu'on m'a confié ce cours. Et plusieurs réflexions m'arrivent maintenant. Je me dis que on devait en principe créer des modules de formation sur l'intégration en Afrique de l'Ouest. Et progressivement, le citoyen d'Afrique de l'Ouest connaît son espace et connaît les enjeux de l'intégration. Tout passe par l'éducation. On peut créer des postes de contrôle juxtaposés, on peut faciliter, on peut adopter des tests, on peut faire des choses, mais la libre circulation va toujours poser problème. Donc c'est pourquoi moi je dis, au-delà de ces infrastructures qui sont créées, au-delà des tests qui sont adoptés, il faut la sensibilisation et l'éducation. Le problème de votre enseignement aussi, parfois, vous enseignez des choses dont on ne se sert pas. Et... Non, mais là, on va s'en servir, justement. Ce qu'il disait, c'est un des sujets dont on peut se servir. Oui, moi la vie pratique n'est pas enseignée. Moi, j'attends une occasion où on aura parlé encore de l'intégration en Afrique de l'Ouest, où je vais même suggérer qu'on crée un diplôme, des filières destinées à l'intégration sous-régionale. Des spécialistes de l'intégration régionale. Voilà, l'enseigner dans les écoles, dans les universités. Comme ça, mais ou l'intégrer au commerce international. Voilà, exactement. Voilà, comme ça, on sait ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Parce que, retenons-le, quand même, l'Afrique de l'Ouest est l'une des régions les mieux intégrées en Afrique. Absolument. Oui, justement, avec je voudrais parler de ça. Ces nouveaux instruments qui tiennent. Par rapport à ce que vous posiez comme question de dire que l'infrastructure, l'outil et tout ça ne suffisent pas. D'abord, il faut regarder un certain nombre de succès de notre région. Parce que moi, j'aime bien qu'on critique ce qu'on fait et tout ce que les politiques font, mais il faut aussi se réjouir de beaucoup de choses qui se font pas si mal que ça. Je prends l'exemple de l'OHADA, qui a vraiment été un modèle de réussite. J'ai découvert, mais parce que c'est quelque chose que j'ai... le droit des affaires. Hein. J'ai découvert tout récemment que non seulement certains pays européens veulent s'en inspirer, comme les gens en Amérique latine, mais les pays au niveau des ACP, la partie
Caraïbes et Pacifique a décidé de voir comment ils peuvent appliquer le modèle WADA dans leur zone. Donc, il faut quand même reconnaître aussi que l'Afrique, depuis longtemps, donne des messages, donne des enseignements dans beaucoup de secteurs. Là, on arrive dans des secteurs maintenant très importants parce que l'intégration économique du monde des affaires, c'est un sujet capital pour le développement. Donc, cet exemple-là déjà montre que la CEDEAO rayonne déjà à l'international par certains sujets. Juste cette question concernant la libre circulation des marchandises et des personnes. Il faut voir ce qui se passe dans les autres régions. Il faut voir ce qui se passe à l'est du continent, en Afrique centrale, pour pouvoir bien juger de l'importance de ce qu'on est en train de réaliser chez nous. Je me permets d'insister là-dessus. Mais le vrai challenge qui doit accompagner cette question de la libre circulation, surtout des personnes qui est au cœur de notre préoccupation, c'est l'aérien. Et là-dessus, je voudrais rebondir sur un sujet qui m'est vraiment très important. On a confié au Togo le soin de préparer, de préfigurer, en fait, d'avoir en main le destin du ciel ouvert africain. Avec le MUTA. Hein. Voilà. On a confié ce travail au chef de l'État togolais. Je veux dire ici que c'est quelque chose qui va être très important pour l'avenir du continent. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Si vous regardez dans les secteurs importants qui vont assurer la croissance mondiale et donc la croissance du continent, le secteur aérien fait partie des secteurs importants, à côté du numérique. Donc, il faut penser ce sujet-là comme étant des chances que notre pays a de rayonner à l'international. Et je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour qu'on puisse vraiment donner un coup de pouce, d'abord par le mécanisme de validation par chaque pays qui ratifie le test, mais c'est pas seulement ça qui va être un signal fort vers les populations. Ce qui va être un signal fort vers les populations, c'est que je puisse voyager pour aller à Abidjan ou aller à Brazza au même tarif que quand je quitte Paris pour aller à Londres. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse voyager à moins de 100 €. C'est ça le vrai challenge qui va permettre la libre circulation de nos peuples. Parce que quand on parle de la libre circulation de nos peuples et qu'on reste restreint aux questions des frontières terrestres, ça me gêne un peu parce que les gens qui font le développement, c'est des gens qui voyagent. Et ils ne voyagent pas forcément par la terre. Donc c'est important de parler de cet aspect-là. C'est très important que vous évoquez aussi. Une avancée majeure, en dehors des initiatives que le Togo a prises dans le domaine maritime, etc. Exactement. On aura le temps de revenir sur le sujet. Merci, ce fut très enrichissant. On va marquer une pause tout de suite pour une nouvelle édition du journal. Je vous retrouve dans un instant pour la seconde partie de l'E-World Forum.